Un scanner radio de la police s'est soudainement activé dans les bureaux de la fondation SCP dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il vient de capter des preuves d'une activité anormale. Le scanner est programmé pour détecter quelques phrases clés, et cet appel les contient toutes. Frapper à la porte, disparaître, ne pas partir, et surtout, vendeur. Une alarme retentit et la force d'intervention mobile RAW4 se prépare à se mobiliser. Mais même en s'équipant et en assemblant leurs armes, le moral est bas. La FIM, surnommée vendeur de chaussures, a été formée entièrement pour traquer une entité anormale et après une douzaine de missions, ils n'ont jamais réussi à la contenir. Pourtant, il y a du travail à faire. Si l'anomalie ne peut pas être contenue, il faudra administrer des amnésiques, confisquer des objets et, dans le pire des cas, procéder au nettoyage. Les agents de la FIM montent dans les véhicules tactiques standards de la Fondation et foncent vers la source de l'appel au 911. Cela, s'ils ont raison, marque l'apparition du SCP-1879. Ce SCP est de classe Keter, non pas à cause de sa taille ou de sa puissance incroyable, mais simplement parce que ses propriétés anormales le rendent totalement impossible à contenir. Partout où il y a une porte, ce SCP peut se manifester et disparaître tout aussi rapidement. Le seul coup de chance pour la Fondation, c'est qu'au moins au moment de cet enregistrement, le SCP-1879 ne s'est manifesté qu'à l'intérieur de l'État de Washington. Il ne semble apparaître qu'à travers des portes intérieures, jamais celles menant dehors. Le phénomène se compose de deux parties, SCP-1879-1 et la porte, qui peut être n'importe quelle porte menant à n'importe quelle pièce, mais restera inchangée pendant toute la manifestation, et SCP-1879-2. Un homme caucasien d'âge indéterminé, mesurant environ 5 pieds 7 pouces, soit 1,70 m, et vêtu d'un costume et d'un chapeau démodé. La Fondation désigne cet homme sous le nom de vendeur d'intérieur. Et comme son nom l'indique, il se comporte et agit comme les vendeurs itinérants qui allaient de ville en ville pour vendre des aspirateurs et des encyclopédies, à l'époque d'avant Internet. Le plus étrange chez lui, hormis son apparition partout, ce sont les paiements qu'il exige pour ses produits. Ah, et une fois qu'il commence son argumentaire de vente, il est impossible de le faire partir. Ce phénomène a été observé pour la première fois par la Fondation le 3 juin 1996, lorsque des agents sont arrivés au domicile de Mademoiselle Shirley Yates à Seattle. En début d'après-midi, des coups persistants ont retenti dans sa salle de bain et ne se sont arrêtés que lorsqu'elle l'a ouverte. Lorsqu'elle l'a fait, un homme est apparu, vêtu d'un costume démodé, portant une mallette dans une main et, à sa grande surprise, un chiot dans l'autre. Elle a tenté de lui fermer la porte, mais il est réapparu ailleurs dans la maison. Elle a contacté la police plusieurs fois, mais ils hésitaient à prendre son appel au sérieux. Ce n'est qu'au troisième appel qu'ils ont envisagé d'envoyer une voiture. Le récit suivant des événements est transcrit à partir d'un enregistrement de la première rencontre avec SCP-1879 enregistré par l'agent Rogers. Tout d'abord, Rogers entre dans la maison. Le vendeur parle rapidement à une Madame Yates de plus en plus bouleversée, tendant un jeune border collie vers elle. Rogers essaie de parler à Mademoiselle Yates, mais le vendeur reporte immédiatement son attention sur Rogers. « Peut-être entendrez-vous raison, » dit le vendeur. « J'ai ce chien, mais je ne peux pas le garder. J'ai pensé que Shirley l'aimerait. » Rogers tente de demander au vendeur comment il connaît Shirley, mais il est interrompu. Regardez-le, il est tellement triste. Je ne veux tout simplement pas le voir triste, et je ne peux vraiment plus le garder. Raison personnelle, vous savez, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est un peu de votre temps. Pendant que Rogers le fait parler, d'autres agents de la FIM se placent de chaque côté du vendeur. L'un le saisit par le bras, l'autre lui enfonce un torchon de la cuisine dans la bouche, coupant son discours de vente. Rogers soupire et fait signe aux autres agents. Nous le ramenons au site pour l'interroger. Mais dès que les agents traînent le vendeur par la porte d'entrée, il disparaît de leurs mains. Le torchon tombe immédiatement au sol. La voix du vendeur se fait à nouveau entendre depuis l'intérieur de la maison. Madame Yates est à ce moment-là en larmes. « Ça ne coûte rien, je vous le promets, » dit le vendeur. « Juste 12 ans de votre temps. » Rogers ordonne à 6 hommes de cerner le vendeur et de le garder dans la pièce. Épuisée par des heures de harcèlement, Madame Yates accepte le chiot. Dès qu'elle le fait, elle disparaît. Le vendeur sourit. « Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. » Pendant que les agents sont distraits, cherchant le moindre signe de Madame Yates, le vendeur entre dans un placard du couloir et disparaît.
L'enregistrement s'arrête ici. Nos dossiers sur l'affaire indiquent que la famille de Madame Yates a été amnésiée après sa disparition. 12 ans plus tard, elle est réapparue dans sa maison, sans avoir vieilli et sans aucune notion du temps écoulé. Cet événement était étrange, mais d'autres manifestations ont montré que le vendeur était capable de bien pire. Ce fut le cas de Monsieur Devin Pierce de Walla, à qui le vendeur a offert une seule rose rouge, le paiement demandé. « Tout ce que je veux, c'est ton cœur ». Pierce accepta à contre-cœur, précisant au vendeur que ce n'était pas son genre, mais qu'il acceptait les conditions. Comme c'était presque la Saint-Valentin et que le vendeur avait promis de partir, ils se serrèrent la main, puis Pierce prit la rose et le vendeur sortit par la même porte du bureau par laquelle il était entré. Les agents le poursuivirent, mais il disparut aussitôt après avoir franchi le seuil. De retour dans le salon, ils entendirent un grand fracas. Dès que Pierce prit la rose, il s'effondra, mort. Nos agents infiltrés au bureau du coroner du comté ont pu faire passer sa mort pour un arrêt cardiaque soudain, mais une autopsie a ensuite révélé ce que nous soupçonnions à l'époque. Son cœur avait complètement disparu. C'est juste un exemple du sens de l'humour tordu du vendeur à domicile. À l'image des fées et génies des contes anciens, il prend tout littéralement. Tout paiement étrange qu'il réclame doit sans doute être compris de la manière la plus inquiétante et ésotérique. Dans un cas, il a demandé à la personne si elle acceptait de le payer en visibilité, ce qui l'a fait disparaître de chez elle et réapparaître ailleurs. À 60 miles, soit 96 km de là, sur les pentes du mont Rainier, elle a été retrouvée morte de froid. Un homme a dû payer en expérience et a immédiatement oublié toute sa vie après avoir obtenu son diplôme du secondaire. Une autre victime du vendeur à domicile a entendu « J'aurais vraiment besoin de ton soutien », puis a vu tous ses os disparaître. La FIMRO 4 espérait que l'échange avec le vendeur ne se passerait pas aussi mal. Avec un peu de chance, ce sera plutôt comme la fois où le vendeur, en échange de 220 bananes, a dit au propriétaire de lui donner un peu de sucre avant de faire disparaître toutes les sucreries de la maison. Cela n'a entraîné que l'usage d'amnésiques légers, les enfants de la victime étaient contrariés et la famille a mangé beaucoup de pain et de smoothies à la banane pendant 6 mois. La force d'intervention doit désormais obtenir du vendeur, par tous les moyens, des informations sur son origine et, surtout, ses intentions. Ils atteignent l'immeuble de Tacoma, où a eu lieu la manifestation, et montent rapidement vers l'appartement de la victime. La porte s'ouvre et le propriétaire paraît de nouveau seul. Rogers demande ce qui s'est passé. Elle répond qu'elle voulait juste s'en débarrasser. Les agents découvrent une ogive thermonucléaire dans la cuisine. Elle est jugée non anomale, mais reste extrêmement dangereuse, et elle est rapidement transportée vers un entrepôt non anomal. L'agent Rogers demande à la femme si le vendeur voulait quelque chose, et elle explique qu'il avait demandé son âme. Un examen plus approfondi de la femme a prouvé qu'elle n'avait subi aucun changement physiologique, mais une enquête supplémentaire a révélé que 2 de ses disques vinyles, Lady Soul et Almighty Fire, de la légende de la soul Aretha Franklin, manquaient. Des amnésiques sont administrés là où il faut, puis l'agent Rogers et son équipe rangent et partent. Nouvelle tentative échouée de capturer le vendeur, qui semble cette fois se moquer d'eux. Mais ensuite, l'équipe a un coup de chance. Le scanner de la police signale une seconde manifestation possible dans la même ville le même jour. Peut-être cette fois la fondation aura-t-elle de quoi avancer. Les fourgonnettes noires arrivent devant la maison, 6 agents vont à la porte. Les autres, amnésiens les voisins, sortis voir la scène. Le propriétaire de la maison, M. John Grayson, entend des coups et des voix provenant de sa buanderie depuis 6 heures. Suite aux ordres de Rogers aux agents SCP infiltrés dans la police, M. Grayson a été chargé de maintenir la porte fermée jusqu'à l'arrivée des autorités. Lorsque l'équipe arrive, M. Grayson dit à Rogers qu'en plus des coups, il a également entendu la voix du vendeur provenant de la buanderie. Il commence à s'agiter, son attitude joviale commence à se fissurer, laissant transparaître son désespoir. Cela pourrait aider la fondation à mieux comprendre la motivation du vendeur. Avant d'ouvrir la porte, Rogers dit à M. Grayson de quitter la pièce. Rogers allume son enregistreur et se tient près de la porte. Son plan fonctionne. Après quelques minutes où le vendeur crie à M. Grayson à travers la porte, Rogers l'enregistre en train de parler seul. « Je dois atteindre le quota d'ici demain, marmonne le vendeur, sinon je dois rester dans ce monde pour le prochain siècle. » Après s'être plaint, il reprend brièvement sa voix enjouée pour essayer encore une fois d'attirer l'attention du propriétaire. « Et je sais que vous êtes là !» crie-t-il, sans obtenir de réponse. « Accordez-moi un instant de votre temps. » Il baisse la voix. Pourquoi le patron a-t-il besoin de tout ça ?
Puis les agents entendent le son métallique d'un vieux téléphone portable qui sonne, puis qui s'ouvre et les coups s'arrêtent. « Oui, patron », une pause pendant que la personne à l'autre bout répond. Rogers n'arrive pas à distinguer les mots. Mais à qui qu'appartienne l'autre voix, elle n'est pas contente. Le vendeur poursuit. « Je sais, ce n'est pas ce que vous entendiez par âme. Je pensais juste que cela lui plairait. » Il est encore interrompu par la voix au téléphone. « Oui, monsieur, je vais le faire. Désolé, ça n'arrivera plus. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je remplirai le quota, je le promets. » Le téléphone se referme brusquement et le vendeur le range. « J'ai intérêt à au moins être promu à la comptabilité cette fois, marmonne-t-il. » À ce moment-là, il recommence à frapper et ne dit plus rien. Finalement, Rogers se rend compte qu'il n'obtiendra rien de plus et il ouvre la porte. Le vendeur affiche un grand sourire jusqu'à ce qu'il reconnaisse Rogers de leur précédente rencontre. Son sourire disparaît immédiatement. « Bonjour, monsieur Goyu. »« Hi. »« Bonjour, Rogers, dit-il sèchement. Maintenant, j'aimerais vous demander. » Acculé, le vendeur garde son sang-froid, interrompt Rogers et reprend son discours avec le même ton enthousiaste et insistant de ses ventes. Écoutez, réfléchissons logiquement. Le vendeur lève la main pour montrer sa bonne foi. Je ne vais rien vous dire, car je sais que ce que je vends ne vous intéresse sûrement pas. Passons à autre chose, vers de nouveaux horizons. J'arrive bientôt à une échéance, et je suis sûr que vous êtes débordés à empêcher les bonnes personnes de faire leur travail. Alors je vais simplement m'en aller et vous laisser faire. Ciao. Il incline son chapeau et tente de refermer la porte, mais Rogers la bloque. Il fait signe aux agents qui saisissent et retiennent le vendeur. S'ils ne peuvent pas l'emmener ailleurs, autant essayer de l'interroger ici et maintenant. Rogers lève son arme, rappelant qu'il pourrait utiliser la force létale si nécessaire. « Alors, tu vas me parler ?» Le vendeur hausse les épaules. « Écoute, je suis occupé, alors je te propose ceci, » dit le vendeur. « Je te donne quelque chose gratuitement et on est quitte, d'accord ?» Rogers n'a même pas eu besoin d'accepter les conditions de cette offre. 3 secondes après la question du vendeur, tous les agents présents, Rogers compris, se sont effondrés de douleur et ont craché du sang. En quelques minutes, ils étaient tous morts. Le vendeur décida de limiter ses pertes et de partir, ressortant par la porte de la buanderie et disparaissant. La mort de toute l'équipe d'intervention mobile a été confirmée comme due à une hémorragie interne massive causée par l'apparition de pièces de monnaie dans leur tube digestif et leur épiderme. Le vendeur fut aussi vu le lendemain dans le quartier, mais il disparut avant l'intervention de la fondation. Le vendeur à domicile est une anomalie curieuse pour plusieurs raisons, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait qu'il ne semble pas agir de son propre gré. Bien que ces marchés tordus mènent souvent à des issues mortelles, ce n'est pas toujours le cas. L'appel, entendu par l'agent Rogers, suggère que les paiements moins violents acceptés par le vendeur sont peut-être une sorte de compromis basé sur les instructions vagues de son patron. Il est évident que le vendeur agit dans l'espoir d'une promotion, au moins en comptabilité, mais sans savoir pour qui il travaille, on ignore ce que cela signifie pour lui. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est piégé, dans une certaine mesure, dans notre monde, jusqu'à ce qu'il termine son travail. Il ne reste donc plus qu'à savoir pour qui travaille le vendeur. Avec les rares détails disponibles, il est impossible d'affirmer s'il s'agit de groupes d'intérêt connus. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'une organisation suffisamment grande pour avoir un service de comptabilité et que le patron s'intéresse, entre autres, à l'acquisition d'âmes humaines. Cela ne limite pas vraiment les possibilités. La Fondation connaît plusieurs entités commerciales sinistres qui profitent de la mort et de la destruction. Je reviens à l'appel téléphonique. La citation « Ne faites pas de mal à ça » m'intrigue. Le patron fait clairement pression sur le vendeur, mais l'emploi de « ça » indique qu'il ne s'agit pas d'une personne, comme on pourrait s'y attendre. Peut-être que le vendeur fait référence à sa propre âme, peut-être que le patron la garde jusqu'à un moment futur où il le jugera approprié. Ou alors, c'est peut-être quelque chose de plus simple et banal que ça. Peut-être que le « ça » en question est un animal, voire un animal de compagnie. Peut-être le chien qui a engendré ce chiot adorable que le vendeur était si pressé de refiler. À Madame Yates, merci d'avoir regardé le Dr Bob. Dans un monde dominé par des forces sinistres comme les vendeurs démoniaques et le contenu IA paresseux, j'apprécie votre soutien à l'humain. Chaque vue et chaque commentaire me soutiennent dans ma quête d'enquêter sur la normale et, je l'espère, de gagner ma vie par la même occasion. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-5362, celui aux 1000 visages,